Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Président par intérim, et on a tous des pensées pour notre Présidente, Madame la rapporteure. Non, c'est pas du tout désobligeant, je pense beaucoup à elle. Mes chers collègues, je vous le souhaite, chaque jour sa peine. La proposition de loi, mes chers collègues, qui nous est soumise aujourd'hui évoque un double fait de société, celui de la pauvreté qui gagne partout et celui des seniors et de la place qui leur est faite aujourd'hui. Il s'agit donc d'évoquer ici un moyen possible de solidarité active au bénéfice des plus modestes des retraités. Il est bon de noter, notre collègue vient de le faire à l'instant, que le Sénat a adopté ce texte avec la sagesse du gouvernement par 183 voix contre 20, le ministre ayant même été jusqu'à lever le gage. La question posée est simple. Que faisons-nous de nos vieux pauvres ? De ces hommes et de ces femmes qui, avec une faible retraite et une famille qui n'a pas toujours les moyens de s'occuper d'eux, ne peuvent pas payer une maison de retraite, la plupart d'entre eux restant plus ou moins chez eux avec l'aide de nos services sociaux. Que faisons-nous pour lutter contre le déclassement des plus âgés de nos concitoyens ? Que faisons-nous pour engager une politique volontariste qui permette aux personnes âgées d'éviter la dérive sociale alors que nombre d'entre elles ne sollicitent pas, ce qui fait d'ailleurs que les effectifs des allocataires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées demeurent probablement inférieurs au nombre des personnes éligibles. Et n'appelant plus souvent à l'aide, c'est le silence qui l'emporte sur le besoin, l'isolement sur la solidarité, l'abandon face à la solitude. C'est un gâchis humain et une trahison collective. C'est cette question, mes chers collègues, à laquelle cette proposition de loi apporte une réponse en proposant simplement de corriger, et s'il faut le faire de façon réglementaire, faisons-le, un dispositif profondément inéquitable. Les faits sont clairs et incontournables. Et d'ailleurs, Madame la Ministre, la Conférence nationale contre la pauvreté et pour l'inclusion sociale, à laquelle vous avez largement participé, l'a montré il y a quelques semaines, tout comme la Cour des comptes à l'occasion de son rapport sur l'application des lois de finances de la sécurité sociale pour 2012. Une enquête réalisée par le Fonds de solidarité vieillesse sur les allocations du minimum vieillesse au 31 décembre 2010 notait une progression lors de cette année de 20% par rapport à l'année 2010 des bénéficiaires de l'ASPA. Elle relevait également que les femmes représentent plus des 3/4 de l'ensemble des allocataires isolés et 62% des allocataires isolés âgés de 65 à 70 ans. Depuis le mois d'avril dernier, ce minimum vieillesse s'élevait à 777 € par mois et concerne environ 580 000 personnes. Et malgré les revalorisations successives de cette allocation, l'écart persiste avec le seuil de pauvreté fixé à 60% du revenu médian, c'est-à-dire 964 €. En d'autres termes, bénéficier du minimum vieillesse aujourd'hui ne garantit aucunement de sortir de la pauvreté, tout au plus permet-il de faire face, de mieux survivre. L'OCDE évoquait récemment des perspectives globalement particulièrement inquiétantes qui verraient le niveau moyen des pensions pour les nouveaux retraités passer en 2020 à 850 € net, alors que la retraite médiane se situe aujourd'hui aux alentours de 1 100 € par mois. C'est sur la base de ces constats que le précédent gouvernement avait décidé, dans les rendez-vous 2008 sur l'épargne, et je salue la présence de Xavier Bertrand, d'accroître de 25% le montant de l'ASPA pour les personnes isolées et de 2 allocations de minimum vieillesse pour les personnes seules. En l'état actuel du droit, lorsqu'ils perçoivent des revenus professionnels, les titulaires de l'ASPA sont particulièrement pénalisés. Non seulement la sécurité sociale prélève des cotisations sociales sur les revenus d'activité perçus, mais la prestation servie aux allocataires se trouve en outre déduite du montant des dits revenus, ce qui conduit à annuler purement et simplement le bénéfice financier de la reprise d'activité. Le caractère différentiel du minimum vieillesse place par conséquent les allocataires dans une situation d'iniquité à l'égard des autres retraités qui bénéficient du cumul emploi-retraite depuis 2003. Alors que des mécanismes d'intéressement existent pour d'autres minima sociaux et que le nombre d'allocataires du minimum vieillesse pourrait s'accroître dans un contexte budgétaire et financier pour le moins contraint, on comprendrait mal aujourd'hui que ceux-ci ne puissent cumuler leur allocation avec des revenus d'activité, en particulier lorsque ces revenus sont modestes.
Le Conseil d'orientation des retraites, dont vous allez vous faire l'écho dans les prochains mois au travers des propositions que vous ferez à la représentation nationale, a d'ailleurs récemment rappelé que le droit à la retraite ne prive pas les retraités d'un droit fondamental, le droit au travail. D'ailleurs, force est de constater que le cumul emploi-retraite a connu un développement très important depuis 2004. Le nombre de bénéficiaires est aujourd'hui estimé à 500 000 personnes et le PLFSS pour 2009 a ouvert la possibilité d'un cumul intégral lorsque les retraités ont liquidé leur retraite à taux plein, y compris à l'aide de périodes assimilées au financement par la solidarité nationale. On pourra toujours dire, en se fondant sur une enquête de l'adresse de 2010, que l'âge moyen des allocataires du minimum vieillesse étant de 75 ans, seul un tiers des bénéficiaires âgés de 60 à 75 ans bénéficieraient de fait de ce dispositif. Cela nous dispense-t-il pour autant d'agir pour ce tiers exclu, au risque de les marginaliser plus encore? Alors que bien d'autres mesures votées dans cette enceinte, mes chers collègues, visent des publics sectorisés ou ciblés. Se plaindra-t-on qu'un dispositif qui parle au fond de solidarité intergénérationnelle, alors que le gouvernement a précisément inscrit, semble-t-il, cette philosophie dans le projet de loi relatif au contrat de génération? On pourrait même arguer, comme l'ont fait un certain nombre de collègues de la majorité, en commission en particulier, de la nature réglementaire de cette mesure. Mais le législateur est-il pour autant dispensé de jouer son rôle de lanceur d'alerte quand la vie de nos concitoyens est en jeu, alors que la ligne de partage est souvent assez imprécise et aléatoire entre dispositifs de nature législative et réglementaire? C'est à notre sens au gouvernement d'adapter techniquement la demande qui lui est transmise ce soir, d'autant qu'elle est, selon nous, frappée sous le sceau de l'évidence, mais aussi de l'urgence. En toute hypothèse, il est évident qu'un nombre non négligeable des plus de 65 ans travaillent aujourd'hui au noir et cumulent de fait leur allocation avec un emploi malheureusement illégal. Encadrer juridiquement cet état de fait serait donc de nature à mieux protéger les intéressés et donc, par conséquent, à faire respecter leurs droits. Mes chers collègues, dans une société où l'on est vieux de plus en plus jeune pour travailler, il nous faut redonner une chance aux plus modestes de nos aînés, qui sont autant de plus-values humaines que l'on gâche. Il faut offrir une chance à l'autonomie, à l'action individuelle, à la capacité pour chacun de se confronter le plus longtemps au réel. C'est aussi une façon de lutter contre les conséquences liées au vieillissement, parfois prématuré, provoqué par l'inaction, la solitude et souvent la dépression. C'est presque une mission d'intérêt public qui n'exclut pas les jeunes et qui prolonge la vie dans la vie. Le groupe UMP, mes chers collègues, votera donc cette proposition de loi, comme le Sénat a pu le faire, UDI, votera donc cette proposition. Mais le groupe UMP aussi, je pense. Donc le groupe UMP et le groupe UDI voteront cette proposition de loi, en espérant que, depuis la commission, la majorité ait ouvert les yeux sur cette proposition et ait la sagesse de l'adopter. Permettez-moi, pour conclure, Madame la Ministre, de vous dire et de citer un proverbe chinois qui dit que, pour bien le faire, 1000 jours ne sont pas suffisants. Pour faire mal, un jour suffit amplement. Je crains que cette journée soit arrivée. Merci.